rend de plus en plus facile avec l'informatisation. Le vol d'identité, c'est devenu un fléau majeur. Il s'agit du crime en plus forte croissance en Amérique du Nord. L'an dernier, 24 000 Canadiens en ont été victimes, ce qui a coûté 2,5 milliards de dollars à l'économie canadienne. L'informatisation et le regroupement des données, ainsi que l'anonymat de plus en plus grand dans notre société, facilitent la vie des fraudeurs, selon Piero Pelado, spécialiste du Centre de bioéthique de Montréal. Un des problèmes, c'est le fait que, d'une part, on recueille de plus en plus d'informations au sujet des gens pour prendre de plus en plus de décisions et que ces décisions-là sont prises de plus en plus par des machines et non plus des gens. Tout ce qui est beaucoup de biens et services, des assurances, cartes de crédit, etc. Même on peut ouvrir des comptes de banque, on peut faire toutes ces transactions-là sans jamais être en contact avec un individu, face à face. Et donc, ça crée une situation où c'est facile d'usurper l'identité d'une personne. L'enquête policière n'a pas permis à ce jour d'identifier les coupables, mais elle a tout de même prouvé l'innocence hors de tout doute de M. Soriol et rétabli son nom. C'est pas mal fâchant. Ça, tu dis quelqu'un se promène avec ton identité, il fait des choses, puis c'est toi qui prêtes le problème à l'autre bout. C'est ta réputation qui peut y passer. Ta qualité de vie aussi, parce que là, tu deviens méfiante tout le temps. Puis ta réputation, ton identité, c'est pas quelque chose que tu peux mettre dans une petite boîte puis mettre de côté. C'est volatile. Fait que tu peux pas dire, je vais la mettre dans le coffret de sûreté, on s'est pas fait défoncer, on s'est pas fait voler. Rien de matériel. Fait que, tu sais, là, c'est choquant. Tu peux pas... avant, tu te faisais défoncer. Bon, tu mettais une meilleure porte, tu mettais un bon cadenas ou un bon lock, puis t'étais correct. Mais là, c'est l'éphémère, Internet et tout, là. C'est mondial maintenant, tu te fais voler. C'est plus local, là. Je pense qu'il faut répondre de façon critique à chaque demande de nous identifier de nos jours. Pourquoi? Parce que tous les renseignements que d'autres peuvent avoir sur nous peuvent éventuellement être utilisés pour d'autres fins et peut-être pas les fins qu'on pensait pour lesquelles ils seraient utilisés lorsqu'ils ont été mis en circulation. Il faut surveiller très, très soigneusement l'utilisation de ces renseignements personnels, à qui on les donne et questionner les fins, même auprès des institutions financières. Pourquoi ils ont besoin de cueillir autant de renseignements personnels? La Commission a fait plusieurs enquêtes sur l'utilisation des renseignements personnels dans les institutions financières. Parfois, ils en demandent trop, la Commission a trouvé. Parfois, les renseignements personnels ne sont pas gardés à l'abri de l'intérieur de la banque, de l'utilisation par des personnes ou la Caisse populaire qui en ont pas besoin. Le bac bleu, là, c'est pour les journaux maintenant. Je brûle tout, je jette, je déchiquette les anciens comptes de téléphone, d'hydro, de peu importe. Il n'y a rien qui se fait jeter intégralement au récupérage. C'est brûlé ou c'est déchiqueté. Les voleurs utilisent toutes sortes de moyens pour accéder à nos informations personnelles. Ça peut aller du vol de relevés de compte dans la boîte aux lettres au vol d'informations directement dans un ordinateur personnel. Des experts en sécurité informatique nous ont démontré à quel point il est facile de s'introduire dans notre ordinateur et d'y prendre toutes les informations désirées. Alors là, on va simuler, dans le fond, une intrusion dans un ordinateur personnel, là, comme si vous essayez de rentrer dans le mien, par exemple. Absolument. Alors, vous êtes le méchant. Ça, c'est l'ordinateur de l'attaquant. C'est ça. Et ce qu'on voit à l'écran, ce serait l'ordinateur personnel. L'ordinateur personnel de la victime. D'accord. Moi, ici, je peux prendre le plein contrôle de l'ordinateur de la victime et j'ai même plus de pouvoir sur cet ordinateur-là que la personne, que le vrai propriétaire de cet ordinateur-là. Absolument. Et parmi les différentes choses qu'on peut utiliser, je peux regarder tout ce qui se déroule sur l'ordinateur de la victime en direct. Donc, on regarde ici, si on commence à bouger la souris, on voit la souris qui se déplace en même temps. C'est comme si vous aviez son écran chez vous, là. Absolument, chez moi. Et ça peut être d'un bout à l'autre de la planète, comme ça peut être ici, bord en bord d'une même pièce. Ça veut dire tous les renseignements personnels, la comptabilité, Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce genre d'informations personnelles-là? Ici, par exemple, on voit un budget, donc probablement toutes les finances de la personne. La personne a également utilisé un logiciel pour faire son impôt sur son ordinateur, plutôt que de remplir tous les formulaires manuellement. Donc, dans son formulaire d'impôt ici, j'ai son revenu, j'ai son numéro d'assurance sociale, j'ai tous ces éléments.
Ici, une lettre avec une personne avec qui il a communiqué. On y voit également des photos de vacances. Donc, Vraiment, dans le fond, tout ce qu'on a dans l'ordinateur tout ce que vous est êtes accessible. Absolument. Et qu'est-ce que ces gens-là font avec les informations qu'ils peuvent aller chercher dans nos... Ça va dépendre de l'information elle-même. Si je vais chercher votre numéro d'assurance sociale, par exemple, bien, je peux usurper votre identité auprès des banques. Si je vous ai volé votre numéro de carte de crédit, bien, je vais aller acheter mon matériel avec votre carte de crédit. Si j'ai pris d'autres chiffres encore, que ce soit vos coordonnées ou bien maintenant chez où vous habitez, ou je peux commencer à monter un dossier d'information sur vous. Est-ce que c'est à la portée là, C'est à la portée de qui le veut. Les outils sont disponibles sur Internet et il suffit de les chercher un petit peu, là, de faire un peu de recherche sur Internet avec des mots-clés à caractère malveillant. Le courriel constitue une porte d'entrée idéale pour des fraudeurs. En fait, la technologie permet de trouver une foule d'informations personnelles, mais selon les spécialistes, nous n'en sommes pas suffisamment conscients. Est-ce que, justement, on peut dire que notre vie est de moins en moins privée, qu'il y a de plus en plus d'intrusions dans notre vie privée? On peut dire qu'il y a de plus en plus de façons d'avoir des intrusions dans notre vie privée. Il y a plus de techniques, il y a plus de portes d'entrée, si on veut. Et quand on va, par exemple, sur Internet, là aussi, on laisse des traces. Là. Lorsqu'on surfe, on va dans différents sites. Oui. On laisse des traces partout où on pense. Là. De plus en plus, les sites, qu'est-ce qu'ils font? C'est que pour vous donner un accès gratuit, ils vous demandent vos numéros de carte de crédit, ils vous demandent de vous identifier, les dates, votre adresse de courriel. Puis dans les dernières années, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'avant, moi je l'ai fait moi-même, c'est que quand on m'a demandé mon adresse de courriel, je mettais une adresse bidon. Aujourd'hui, on est de l'échelle de vérification d'adresse. On ne peut plus mettre des adresses bidons. Donc, on met une adresse, il faut mettre la nôtre. Fait que là, tout de suite, on se ramasse sur des listes, on reçoit des pourriels, on est identifié, ils peuvent nous trouver sur Internet. Donc, effectivement, non seulement il y a des outils, je dirais, cachés qui nous font qu'on laisse des traces, mais pour travailler, avoir accès du contenu, ils nous forcent à mettre des traces. On les met des fois et c'est utilisé contre nous. Ce qui rend les banques de données particulièrement vulnérables, c'est qu'en dépit de tous les contrôles, il y aura toujours des personnes mal intentionnées qui pourront y avoir accès. Des êtres humains peuvent, pour différentes raisons, soit parce qu'ils sont en détresse, soit parce qu'ils sont sous pression, soit parce qu'ils sont mal intentionnés, quand ils ont accès à des renseignements sensibles, peuvent essayer de les dévier, les utiliser pour leur propre fin, les vendre, les mettre dans les mauvaises mains, etc. C'est ce qui est arrivé à Michel Auger, journaliste au Journal de Montréal. Ses coordonnées personnelles sont tombées entre de mauvaises mains et cela a failli lui coûter la vie. En fait, j'arrivais ici au journal vers 11 h le matin, une belle journée de ensoleillée comme aujourd'hui. Puis, alors que je reprenais mon ordinateur dans la valise de mon véhicule, j'ai été tiré de 6 projectiles dans le dos. Criminel, un jeune homme avec une casquette à peu près 3-4 mètres derrière moi, a déchargé son arme à feu. Le tireur a été identifié comme étant partie d'un gang organisé. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une douzaine de personnes qui ont été identifiées par la police comme étant parties au complot. Il y a 2 personnes qui ont fourni des renseignements personnels sur moi, mais sur le contenu de mon dossier à la Société d'assurance automobile du Québec. En fait, mon adresse personnelle depuis 1996 était celle du journal à cause des menaces qu'il y avait eu contre moi. Puis la police m'avait suggéré ça et c'était l'adresse officielle pour moi. C'est donc sur les lieux mêmes de son travail que le tireur l'attendait. Le nom de Michel Auger se trouvait sur une liste de plusieurs personnes à abattre. Le lien commun entre ces 9 personnes-là, entre moi et les autres personnes, c'est qu'on a tous été victimes de coups de feu. 3 comme moi s'en sont tirés et 5 autres ont été assassinés. Puis le lien commun de tout ça, c'est les informations personnelles sur notre dossier d'assurance automobile qui parviennent des dossiers de la SAC qui ont été fournis par une employée de la SAC et son conjoint qui vendait ça à une bande criminelle. En dépit du drame qu'il a vécu, Michel Auger ne se scandalise pas outre mesure du développement de la technologie et de son impact sur notre vie privée. Parce que dans son cas, la même technologie qui a failli causer sa mort a également permis de retrouver les personnes qui avaient eu accès et vendu ces informations personnelles. Aujourd'hui, on est mieux protégé contre les invasions abusives dans notre vie privée qu'auparavant. Avant l'invention de la technologie,
n'importe qui avait le moindrement des contacts pouvait obtenir plein de renseignements personnels sans que ça laisse de traces. À l'impôt, à Hydro-Québec, Bell Téléphone, partout, l'hôtel de ville, tout le monde peut aller consulter plein de renseignements, y compris les renseignements qui étaient privés, qui étaient confidentiels, qui étaient même secrets. Personne ne le savait, c'était du papier, quelqu'un le regardait. Aujourd'hui, dès qu'on utilise un ordinateur pour aller quelque part, il y a des traces qui sont là. Donc, on peut savoir après coup que quelqu'un a eu accès à tel document, à telle information privée. Finalement, pour Michel Auger, ce n'est pas la technologie le problème, c'est plutôt ce qu'on en fait. C'est sûr que Big Brother existe, mais que Big Brother compile les renseignements. Big Brother comme machine à oppresser le citoyen, non? Je pense que ça nous facilite la vie dans toute chose. Après la pause, nous verrons que les consommateurs ont de moins en moins de secrets pour les spécialistes du marketing. On est capable de voir qui écoute la station Énergie 94.3, qui utilise des services bancaires par téléphone pour le paiement de factures, qui loue des vidéos chez Club International Vidéo. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui sont de plus en plus exaspérées par ces fameux coups de téléphone qui surviennent généralement à la maison en fin de journée pour vous demander de répondre à un sondage ou encore pour vous vendre un produit. Cette intrusion dans la vie privée frustre de plus en plus de gens. C'est que les vendeurs ont multiplié au cours des dernières années les façons de nous solliciter et que nos habitudes de consommation intéressent de plus en plus de monde. Comme consommateurs, nous sommes listés, fichés, identifiés. En fait, il n'y a plus grand-chose que nous puissions cacher. Oui, allô? Oui? Non, je vous remercie. La pire fois, c'est que j'ai eu 5 appels en moins d'une heure. Il y avait 2 thermopompes, fenêtres, 2 abonnements, un abonnement puis un service financier. Et là moi, j'ai craqué parce que c'est pas possible. T'as envie d'arracher le téléphone parce que le téléphone est le prolongement de toutes sortes d'entreprises qui gravitent autour de nous, qui rentrent chez vous, littéralement. Il s'installe, il occupe ta ligne téléphonique. Oui. Moi, ça m'appartient, je la paye, cette ligne-là. Ils n'ont pas d'affaire à s'en servir comme moyen publicitaire. Ça devrait être interdit, carrément. Non, à l'heure. Vous téléphonez toujours à l'heure du souper, là, et c'est très fâchant, c'est irritant. Non, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin de vos services. Ne rappelez pas. Non, je vous remercie. Moi, je réponds pas. Monsieur Vincent Arsenault fait partie de ces citoyens exaspérés de se faire importuner chez lui en fin de journée. C'est de l'intrusion dans ta vie privée. Une télévision, moi, je peux la fermer si ça fait pas mon affaire. Un journal, je peux le laisser fermer. L'ordinateur, je peux le fermer si ça va pas, si j'ai trop de messages. De toute façon, je peux cliquer rapidement pour les éliminer. Mais le téléphone, moi, je suis en contact, j'ai de la famille, j'ai des amis. Mes enfants ont des amis, on reçoit des appels et c'est notre vie, ça. C'est notre vie, elle nous appartient. Elle appartient pas à des compagnies privées. Ils rentrent chez nous, puis je suis pas intéressé. Au souper, on devrait plus répondre. M. Arsenault a aussi remarqué que les produits et services qui lui sont offerts correspondent étrangement aux besoins de son quartier. Il a souvent l'impression qu'il n'a pas été choisi au hasard. C'est qu'ils ont bien ciblé que les maisons du quartier ici ont plus de 17 ans. Donc, après 17 ans, la couverture, les fenêtres, tout ça en vient un peu. C'est pas des maisons climatisées, donc des thermopompes. C'est le lieu pour en vendre le plus possible. On a l'impression parfois qu'on est ciblé, qu'on fait partie d'une liste particulière par les envois qu'on reçoit, les sollicitations. Est-ce que ça existe, ces listes-là? Oh, oui, tout à fait. Dans certains cas, on n'est pas ciblé nominativement. On est ciblé parce qu'on habite dans un endroit. Mais dans d'autres cas, vous avez tout à fait raison. C'est une personne bien particulière qu'on a ciblée parce que cette personne-là a eu un comportement de consommation antérieur. Par exemple, vous êtes abonné à un magazine. Bon, bien, à partir de là, on sait que vous êtes intéressé dans tel genre de produit. Puis il y a des gens qui veulent vous vendre ces produits-là, qui disent, bien, je vais acheter la liste des clients qui sont abonnés à ce magazine-là. Et là, c'est vous qu'on cible pour une raison bien particulière. Vous avez eu un comportement et c'est ce comportement-là qui fait en sorte que maintenant, on s'intéresse à vous. Optima Marketing est justement une compagnie qui a développé une nouvelle approche pour cibler les consommateurs.
On appelle ça le géomarketing. C'est une technique qui allie la géographie d'un lieu précis et les habitudes de consommation de ses habitants. Donc, Statistique Canada, quand ils font leur recensement aux 5 ans, il y a un recenseur qui fait un pâté de maison qui recense 300 ménages. On appelle ça un secteur de dénombrement. Donc, Statistique Canada nous transmet toutes les informations pour ces 300 ménages-là, en globalité. Donc, toutes les statistiques d'âge, de revenus, de type d'emploi, etc. Au-delà de 1000 variables démographiques. Là. Je sais qu'il y avait au niveau de... Grâce à ces données de Statistique Canada et à différents autres sondages, il leur est possible de connaître les habitudes de consommation de résidents d'un très petit secteur, parfois quelques rues seulement. Les renseignements recueillis sont d'une troublante précision. On est capable de voir qui écoute la station Énergie 94.3, qui lise la section Affaires Finances. Qui utilise les services bancaires par téléphone pour le paiement de factures, qui loue des vidéos chez Club International Vidéo, achète des brosses à dents électriques, pratique le patin à roues aligné, achète des biscuits au fudge, achète des plats principaux surgelés faibles en calories et en gras. On n'a pas idée, dans le fond, de toute l'information qui circule à notre sujet. Comme consommateur, on en a très peu d'idées, très peu d'informations. Les marchands, eux, ont une très bonne information. Ils savent même la valeur de chacun de ces morceaux d'information. Si bien que cette information-là, elle n'est pas gratuite. Elle se transige. Il y a des spécialistes de cette information-là qui vont la revendre, qui vont en faire commerce, puis qui vont faire en sorte que les commerçants, les manufacturiers, soient les plus efficaces possibles. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? À partir de ça, on est en mesure de typifier l'offre commerciale qu'on va vous faire. À titre d'exemple, les grands magasins, depuis très longtemps, n'utiliseront pas la même circulaire d'un quartier à l'autre. C'est-à-dire que dans certains quartiers, on va se dire, les gens qui ont tel profil sociodémographique, tel âge, tel revenu, vont être plus intéressés à tel produit. Donc, dans ces quartiers-là, c'est dans les circulaires qu'on va distribuer, c'est tel produit qu'on va mettre en réclame. On ne reçoit pas tous la même chose. Oui, mais comme son magasin est ici, ou sa province était là, on voit que c'est segmenté. Optima vend ensuite ces informations à ses propres clients qui, eux, les utilisent pour faire la promotion de leurs produits. Donc, des jardins en finance, des gaz métropolitains en énergie, de la restauration, du Giorgio, du Cajot Sport. Au niveau télécommunications, on travaille avec Bell Canada. J'ai des cartes de crédit, ça fait une trentaine d'années. Mon nom doit être vendu sur ces listes-là. J'ai rempli des concours, des petits coupons de concours dans des tournois. Un mois après, je recevais des appels de compagnies d'assurance, je recevais toutes sortes d'appels. On va à Quincaillerie, on nous demande notre code postal. Ils ont-ils besoin de notre code postal? Moi, je viens acheter des vis puis un tournevis. Là. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de mon code postal? C'est pour savoir d'où je viens, quel secteur j'habite, si je suis susceptible d'être ciblé à cause de mon revenu, du statut socio-professionnel, des membres de ma famille. Donc, tout est enquêté. Ils savent à peu près tout ce que je consomme. Quand on va dans un magasin et qu'on nous demande notre code postal, pourquoi ils font ça? Le code postal donne, dans le fond, l'information sur à peu près où vous habitez. Un code postal au Canada, si on exclut certaines régions rurales, c'est à grosso modo près une trentaine de ménages. Alors, une trentaine de ménages, c'est relativement peu. Si on couple cette donnée-là, là où vous habitez, avec la donnée du recensement de Statistique Canada, sachant à peu près où vous habitez, je suis en mesure de savoir à peu près combien vous gagnez, quelle est la valeur de votre propriété, si vous êtes propriétaire, locataire, votre niveau de scolarité et probablement votre âge. Donc, uniquement avec votre code postal, j'ai une assez bonne idée de votre profil sans même vous connaître. Si on est capable de retirer les codes postaux, puis à travers les codes postaux, il y a des entreprises qui nous permettent d'aller avoir les informations au niveau du numéro de téléphone. Là, à ce moment-là, les firmes peuvent téléphoner tous les individus qui correspondent au segment cible. Mais comme consommateur, ce qui est aberrant, c'est que cette information-là, nous, on la donne. Alors, donc, on donne une information qui, par la suite, est récupérée et revendue. Donc, on accepte, dans le fond, qu'ils se servent de cette information-là. Oui, tout à fait. Plusieurs consommateurs contribuent sans le savoir à faire fonctionner l'engrenage du télémarketing. Est-ce que je pourrais avoir un code postal? Si vous acceptez de donner votre code postal lors d'un achat dans un magasin, vous risquez de recevoir quelques semaines plus tard un appel d'une autre compagnie qui en aura appris un peu plus sur vos habitudes de consommation par l'achat de listes. Un commerce de plus en plus répandu et permis par la loi.
Les compagnies qui ont recueilli vos renseignements personnels, votre nom et soit votre adresse ou votre numéro de téléphone, peuvent le donner à d'autres compagnies, mais ils doivent, quand ils recueillent votre nom et votre adresse, vous demander si vous permettrez le partage de votre information avec d'autres organismes. La loi nous donne le droit de faire rayer notre nom d'une liste de prospection. Donc, de dire au télémarketeur, je veux que mon nom soit enlevé de la liste. Vous n'avez pas l'obligation de répondre et vous avez le droit de vous faire enlever de cette liste. C'est marqué clairement dans la loi sur la protection des renseignements personnels qui est en vigueur depuis 1994. Quand j'ai besoin de fenêtres, là, je vais prendre le bottin du téléphone puis je vais aller en visiter des fournisseurs. Si j'ai besoin d'une thermopompe, je vais faire la même chose. J'ai pas besoin qu'on rentre chez nous 5 fois par semaine. Ne rappelez pas. Non, je vous remercie. Après la pause à jeux de société, souriez. Les caméras de surveillance vous regardent. Il faut toujours regarder dans les airs et on s'aperçoit assez rapidement qu'à certains lieux, on ne s'imaginerait jamais, mais on en retrouve partout. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par le Réseau canadien de la santé. Réseau-canadien-santé.ca, des infos qui font corps avec votre santé. Un message du gouvernement du Canada. Depuis plusieurs années, mais plus particulièrement depuis le 11 septembre 2001, nous avons développé un grand sentiment d'insécurité, ce qui fait bien l'affaire des entreprises en surveillance et en sécurité de toutes sortes. Les caméras de surveillance, les contrôles d'accès, les cartes d'identité se sont multipliées. Mais toute cette quincaillerie se développe-t-elle au détriment de notre vie privée? Michel Laporte est commissaire à la Commission d'accès à l'information. Son travail consiste à vérifier l'implantation des caméras de surveillance dans les lieux publics et d'en évaluer les limites. Ce dossier-là, comme d'ailleurs plusieurs dossiers, mérite toujours une attention. Donc, pour pouvoir surveiller ces caméras de surveillance, il faut toujours regarder dans les airs et on s'aperçoit assez rapidement qu'à certains lieux, on ne s'imaginerait jamais, mais on en retrouve partout. Donc, il faut faire attention quand on marche la tête des airs pour ne pas trébucher. On est dans le couloir qui donne accès du Palais des Congrès au complexe Guy Favreau et par la suite à tout le Montréal souterrain, donc complexe des Jardins, métro et par la suite ce qu'on appelle les ailes de la mode, etc. Et on en retrouve dans les commerces, dans des édifices commerciaux, dans des ministères, dans des organismes, dans le métro et pour le transport routier. Aujourd'hui, tout le monde semble posséder un système de surveillance, de la grosse entreprise jusqu'à l'organisme humanitaire. Tout le monde se surveille. Il peut y avoir une quinzaine de caméras dans un édifice public qui peut être le ministère du Transport et à d'autres endroits d'en avoir comme 400 qui peut être dans certaines institutions d'enseignement, universités y compris. Tandis que donc, faire l'évaluation à l'ensemble du Québec, on peut certes parler de quelques milliers de caméras, mais comme je l'indique, sont circonscrits dans des lieux et dans des édifices précis. Ce que vous voyez derrière moi, en fait, ce sont les moniteurs qui affichent les signaux provenant des caméras qui sont à travers la ville et aussi des ordinateurs qui reçoivent les signaux d'alarme en provenance des immeubles municipaux, donc les signaux d'alarme incendie, d'alarme vol et les signaux d'alarme technique. Ce qu'on veut surveiller avec les caméras, finalement, c'est éviter le vol et le vandalisme principalement. Donc, les caméras sont là avant tout dans un but dissuasif. C'est pour montrer aux gens, finalement, que les régions sont surveillées. D'ailleurs, toutes nos caméras sont visibles. Il n'y a aucune caméra cachée. Et c'est dans un but dissuasif au premier abord. Évidemment, on peut se servir des images des caméras, dans certains cas, pour faire du contrôle d'accès. Par exemple, lorsque la caméra est placée près d'une porte et que l'image est transmise ici, on se sert de la caméra pour reconnaître les gens, pour vérifier et leur donner accès s'ils ont accès à ce bâtiment-là. Et en troisième lieu, évidemment, les images des caméras enregistrées peuvent être fournies à la police sur demande lorsqu'il y a un méfait qui est commis.
Les principaux motifs qui sont soulevés ou indiqués ont trait particulièrement au niveau des édifices publics. On les retrouve à les entrées du cas de circulation d'individus. Donc, soit pour surveiller les entrées et sorties des individus pour qui, selon eux, ne se produisent rien. Fait on a ça dans des cages d'escalier qui sont parfois inaccessibles, qu'on ne voit pas, donc on retrouve des caméras de surveillance. À des entrées où que le public a accès d'une vaste quantité, devant des guichets automatiques aussi. Les guichets automatiques, il y a toujours une caméra pour surveiller soit la transaction ou si jamais il arriverait des événements, selon les gens qui les ont installés là, pour lesquels il y aurait des problèmes. La sécurité est devenue une industrie prospère et a donné naissance à des géants de la protection. Par exemple, dans le centre-ville de Montréal, un édifice sur 2 est protégé par l'agence Garda, la plus importante au Québec et la 3e au Canada. On parle en ce moment d'un marché global de sécurité au Canada d'à peu près 4 milliards, un petit peu plus, haut de 4 milliards de dollars, d'après les dernières études qui ont été faites avant le 11 septembre. Et globalement, le marché nord-américain, on parle d'un marché de 100 milliards de dollars. On appelle ça un peu sur Wall Street le géant silencieux de Silent Giant. Là comme ailleurs, la technologie ne cesse de se raffiner. Le système de sécurité installé par Garda à l'Université Concordia le montre bien. Si vous remarquez, on a une caméra qui est à l'extrémité, au coin de Bishop et de Maisonneuve. Cette caméra a comme responsabilité de gérer la rue Bishop au sud, la rue Bishop au nord et toute la partie ouest et est de la rue de Maisonneuve. Sa fonction à cette caméra-là, c'est d'aller sur la rue McKay jusqu'à Sherbrooke, toute la partie arrière de l'université, toute la partie sud de McKay. Ces caméras-là ne sont pas installées pour surveiller le monde, sont installées pour gérer l'exception. Par exemple, s'il nous arrivait un incident, s'il arrivait que quelqu'un se blessait ou qu'on avait une manifestation, par exemple, qui ne serait pas très pacifique, ça pourrait nous aider à accumuler certaines informations qu'on a besoin pour la sécurité. La raison d'être de toutes ces caméras-là, c'est relativement simple. C'est qu'on a absolument besoin de protéger notre clientèle, qui est nos étudiants et le personnel enseignant, puis le personnel qui travaille à l'université, mais aussi protéger nos institutions, nos édifices. Okay. L'Université Concordia, c'est probablement plus gros que la majorité des municipalités au Québec. Donc, quand on parle de 79 édifices, 2 campus séparés par 7 km, on parle de complexes sportifs, on parle d'amphithéâtre, on parle de salles de cinéma. Donc, c'est une petite ville. Donc, il est tout à fait normal qu'on ait de l'équipement électronique pour pouvoir supporter le travail qu'on fait. Même si le système est implanté depuis un bon moment déjà, les avis restent partagés parmi les étudiants sur son utilité. Pour moi et pour les étudiants qui viennent ici, pas bon du tout. Je pense que les nouveaux systèmes de sécurité et les choses comme ça, et plus des personnes, plus des agents de sécurité et les choses comme ça fait une atmosphère d'intimidation. Je pense qu'un bon système de sécurité, ça peut au moins aider tout le monde à être à l'aise dans leur université, de plus à être capable d'étudier, d'être ici comme un étudiant, comme quelqu'un qui travaille ici en paix. Pour la sécurité, les étudiants connaissent qu'il y a des caméras et ça c'est normal pour les institutions publiques. C'est normal ici, dans le Québec, dans un système démocratique pour ça. Mais ici à Concordia, ils ont passé un autre niveau. Il est certain, quelqu'un qui serait assis dans le lobby et qu'on a des caméras qui sont très haut au plafond, il nous serait possible probablement de voir le journal et possiblement la date du journal à 75 pieds ou à 25-30 mètres. Une chose, et il y a beaucoup de choses que les étudiants ont peur avec tous les nouveaux systèmes photos et des choses comme ça, et que les photos des étudiants, les choses que les étudiants lisent peuvent être transférées à la police. Et pour beaucoup d'étudiants, ça c'est très juste le penser de ça est très difficile pour les étudiants pour accepter.
qu'on a des gens qu'on ne veut pas voir, nous, dans certains de nos édifices. Par exemple, des criminels du centre-ville qui sont ici, puis on a déjà vu, qui se sont fait arrêter sur les lieux pour vol. Ces gens-là, on ne veut pas les voir ici. Donc, on est en train de négocier présentement un programme d'imagerie, d'identification, qui va permettre aux caméras de nous sonner l'alarme quand des gens qui correspondent aux personnes qu'on va avoir identifiées, qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne veut pas voir sur le campus. Donc, on va pouvoir avoir une alarme qui va nous être envoyée. Et aujourd'hui, l'arrivée sur le campus de l'équipe de jeux de société n'est pas passée inaperçue. Je me suis permis avec les caméras numériques qu'on avait, de prendre quelques photos de votre équipe. Donc, à partir de ces caméras-là, on peut sortir des photos pour identifier des personnes en particulier. Donc, vous voyez que certaines personnes de votre groupe pourraient être facilement identifiées si jamais vous aviez commis un méfait sur le campus. Après la pause, quand des gens dévoilent volontairement leur vie privée. On a la deuxième caméra motorisée qui couvrait le plan de ce côté et de ce côté. La protection de la vie privée, c'est un concept qui finalement peut varier considérablement d'une personne à l'autre, comme vous allez le voir à l'instant. Durant l'été 2003, Maxime Lévesque a choisi de littéralement exposer sa vie sur Internet. Pendant 50 jours, 24 heures sur 24, il a permis à des centaines d'internautes d'examiner les faits et gestes de son quotidien. Et il a entraîné sa copine et ses amis dans l'aventure. Ça, c'est une des 3 caméras fixes qu'on a, qui est la caméra de la cuisine. Micro en biophonique, ici, toute mini. On a la deuxième caméra motorisée qui couvrait le plan de ce côté et de ce côté. 3 caméras motorisées, 2 caméras fixes, une caméra vision de nuit et une caméra à l'épaule au cas où qu'on ferait des sorties. Le projet 50jours.com, c'était son idée. Mettre sa vie en ligne sur Internet sans censure. C'est ici que je contrôlais toute la sonorisation. Parfois, il fallait que j'abaisse certains pour pouvoir capter meilleur son d'un autre côté. Mon monitoring ici, c'est toutes mes images de chaque caméra. Puis ça, c'était ma caméra principale. C'est ce que je pouvais que je voyais en gros. C'est ce que les internautes voyaient aussi. Ici, on a le serveur qui diffuse pour les sites Internet. Ici, on est dehors dans la cour, chez mes parents. Ça, je le divulgue pas, c'est la première fois. On a pris environ, je peux dire, 45% de la maison de mes parents. Il y a la cuisine aussi qu'on prenait un petit peu avec eux. Quand ils se faisaient manger, on respectait ça, donc on attendait. Quand c'est à notre tour, j'ai jamais vraiment rien dit. C'était plus un premier temps, mais ensuite, on s'en est servi assez souvent. Le site a été visité très souvent. On a des chiffres en bas qui disent quasiment que c'est 1000 personnes par mois qui ont regardé le live. Chaque personne ne regarde nécessairement pas le direct. Il y a du monde qui vont y aller 5 fois par jour, parce qu'à tous les jours, on mettait l'horaire de ce qui se passait. On mettait les nouvelles. Quand je me levais le matin, ils disaient à quelle heure je me suis levé, qu'est-ce que j'ai mangé pour dîner. Toutes les choses-là, tous les jours. C'est oublié les matins aussi. On avait beaucoup de gens qui nous regardaient dormir, le lever. Le lever. Notre réveil, je peux dire... 4 heures du matin à 10 heures, là, on avait vraiment des statistiques aussi grosses que dans le jour. Puis on a eu beaucoup de monde, mais même d'extérieur. Là. On avait des gens du Texas qui nous regardaient. Ils comprenaient pas la langue, puis ils étaient vraiment accrochés à ça. Des 13 pays. Oui, on a 13 tous les pays. Jours, il y avait des pays qui s'ajoutaient. Le trip, c'est vraiment l'éducation, l'information et le divertissement d'autrui. En gros, c'est à ça que je résume. Ce projet a suscité l'intérêt non seulement de centaines d'internautes, mais aussi de compagnies qui ont commandité Maxime, comme Molson et Givenchy. De plus, une vingtaine d'invités ont accepté de montrer leur savoir-faire. Donc là, tu les laisses mariner avec ton sel, ton poivre. On a un cuisinier, David Bounas, qui est un chef cuisinier super bon. Il est venu nous montrer des repas évolutifs, cuisine évolutive. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. On a eu du maquillage d'effets spéciaux de cinéma. Elle a fait un bris de mon tibia. Un tibia qui est brisé. On a eu des prestations live d'un disc jockey qui fait de la musique électronique avec son ordinateur.
qui a joué pendant 1h30. Des choses comme ça. L'expérience de Maxime et de ses amis s'inscrit dans le courant de la télé-réalité au Québec. On peut d'ailleurs constater qu'au moment où on cherche des façons de mieux protéger notre vie privée, celle des autres nous intéresse de plus en plus. Il y a une sorte de curiosité nouvelle parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées autour de ce qu'on appelle la télé-réalité. Donc, on essaie des affaires. Et peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça va passer, peut-être que ça ne passera pas, etc. Mais on est dans une période d'expérimentation de la télé actuellement autour de ça. Ça, c'est évident. Oui, il y a une grande intrusion dans la vie privée, mais pour des projets de télé-réalité ou pour les émissions de télé, moi, je vois que quand même, c'est restreint ce qu'on démontre. On démontre, personne ne m'a vu dans ma douche, ma vie privée, à moi, c'était ça. Tu sais, ma chambre de bain, je voyais ça comme mon petit univers à moi quand j'allais me laver et tout. À part ça, ça me dérangeait pas. Moi, le matin, il y avait pour ça un certain problème. Là. Je me réveillais, puis là, à la seconde, je me réveillais. Là. Ah non, il y a les caméras, mais là, pendant 2 minutes, là, je restais réveillée, là, en dessous des couvertures. Puis là, OK, là, je suis réveillée bien, là, je me lève. Caméra, vision de nuit. Celle-là, on avait juste une. C'était pour la nuit. À minuit pile environ, les caméras tombaient, le son coupait. C'était pour la vision de nuit. C'était quand même dans notre projet sans censure. On voulait pas commencer à mettre plein de censure là, et tout. Là. Disons qu'on a été moins fréquemment en train de... Des ébats amoureux ont été moins fréquents hors caméra, là, disons. Puis on a choisi nos moments, là. Ouais, il y a aussi la douche, par exemple, parce que notre douche n'était pas filmée. La chambre de bain est filmée à 0%. Ça, c'est quand même mon intimité, là. On voulait en mettre une au niveau du miroir et du lavabo. Derrière, donc, derrière que ma chambre de bain est faite, on l'aurait mis direct au-dessus. Comme ça, t'aurais vu la personne brosser les dents, faire des choses, me raser et tout. Sauf que c'était trop de trouble pour ici, puis j'ai même mieux gardé mon intimité au niveau de la douche. Est-ce qu'on peut être voyeur d'un exhibitionniste? Non. Parce que lui, il y a un contrat tacite. Il accepte qu'on le regarde. Il souhaite qu'on le regarde. Il sollicite notre regard. Donc, on n'est pas voyeur. Le voyeur, c'est celui qui se cache derrière un buisson puis qui regarde baiser le petit couple. Ça, c'est un voyeur. Le voyeur, c'est celui qui se promène le soir puis qui regarde à travers les fenêtres des chambres les femmes qui se déshabillent. Ça, c'est un voyeur. Mais pas ça. Ça, c'est pas du voyeurisme. Je crois que le monde sont très voyeurs. Voyeurisme passif. Oui. Vu qu'ils sont derrière la caméra chez eux, c'est pas comme par exemple aller dans un bar, voir des filles et tout. Là, c'est vraiment comme... C'est très, très, très clandestin. Donc, n'importe qui peut le faire chez eux puis être dedans, là, puis regarder, là, puis rentrer dans le jeu de ça, devant les autres. Ah, moi, ça m'intéresse pas, Star Academy, par exemple. Il y a tellement de monde qui l'ont écouté, il devait bien y avoir du monde qui regardait là, quand même en quelque part. Moi, je dis qu'on avait des addicts carrément du show qui laissaient ouvert leur ordi 24 heures sur 24 au cas où qu'il se passe de quoi. Puis c'était vraiment... j'ai des amis, moi, qui couchaient quasiment devant leur ordinateur à regarder son show, tu sais. On trouve une logique à ce gars-là, on va y trouver une sensibilité, on va apprendre qui il est à travers les insignifiances de sa vie. Donc, il n'y a pas à se présenter, à se vendre, à se vanter, etc. On va le regarder et le voir dans toutes ses manies, ses manières d'être, les sympathies qu'il peut développer, des choses qui vont nous agacer, etc. Ça devient un personnage. Si j'avais le malheur de me réveiller et faire quasiment, là, pas la caméra, le téléphone sonnait. Quoi, tente pas matin? Non, c'est pas ça, mais je suis fatigué ou je fais le pas. Tu sais, se lever du mauvais pied, ça arrive à tout le monde, hein. On est devenu très, 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 très sensible à chaque détail de la vie quotidienne. Et c'est normal que quelqu'un devienne une sorte de héros de la vie quotidienne à travers ça. Puis qu'il y ait certaines personnes qui s'intéressent à l'interpréter, à le voir vivre, comme si c'était un héros de téléroman. Moi et Marie-Claude, ça fait peut-être environ 4 ans qu'on écoute les Real TV à travers le monde. On écoutait les Big Brothers, Love Story qui s'en vient au Québec, on écoutait le premier en France. Puis dès la première journée en plus, là. Puis moi, je les écoutais dormir. C'est parce que j'aimais savoir... C'est drôle à dire, c'est un peu une sécurité. Là, tu t'attaches à quelqu'un à un moment donné, tu sais, dans les shows, puis moi, je le regardais il dort bien. Il est pas en train de faire un cauchemar. Ben, il va le voir tantôt, il va être de bonne humeur, mais qu'il se lève, il a de l'air de bonne humeur, il dort. Je sais pas, je le regardais dormir, tu sais. En fait, son bénéfice à lui, son plaisir à lui, c'est qu'il devienne populaire. C'est-à-dire qu'il soit connu.
qu'il y ait une notoriété. Mais depuis tout temps, la notoriété a été une chose extrêmement importante dans la société. Passer à la télé, devenir populaire, devenir connu, c'est un bénéfice social énorme. Hein. C'est aussi important pour beaucoup de gens, sinon plus, que d'être riche. Moi, j'en ai tiré quoi? Que le monde sont curieux. Je trouve vraiment que plus que tu leur en donnes, plus qu'ils en veulent, puis moi, c'est ça que j'ai aimé. Quand les invités venaient, parce qu'il y a beaucoup qui nous ont écrit, qui voulaient venir ou qui a des amis, tu sais, pour présenter nos amis, quand ils venaient puis qu'on voyait les chiffres de code d'écoute qui étaient vraiment hauts, ben ça me fait... C'est un gros plus pour moi. Là, tu sais, je vois qu'on a quand même réussi à attirer le monde puis que le monde aime ça. S'il reste une minute, non, c'est pas une grosse réussite, mais le monde restait la soirée, là. Voilà qui complète cette émission de Jeux de société. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci de votre attention et à la prochaine. Pour émettre des commentaires sur notre émission ou nous proposer des sujets, laissez un message dans la boîte vocale du service à l'auditoire de Canal Vie. Vous pouvez également nous visiter sur le site Internet dont l'adresse apparaît à l'écran. Dans un instant, Décor ta vie vous propose plein de belles surprises. 31 nouveaux élus rejoindront le rang des cardinaux électeurs. Parmi ceux-ci, Monseigneur Marc Ouellet de Québec. Participez à la cérémonie en provenance du Vatican demain matin 9h sur RDI. Ça vous tente de venir passer une petite demi-heure avec moi, joignez-vous à Entrée des artistes. À bientôt. Entrée des artistes, vendredi 19h30 sur RDI. Femmes et d'hommes œuvrant dans l'administration publique ont eu à cœur de faire avancer la société québécoise. Olympics in 2010, but you couldn't get in or out of Whistler last night. The road was closed by rock slides, and it was slow going even when it opened today. These guys were on their way from Whistler to a place called Paradise Valley, which is now severely flooded. We live in Whistler, but we just bought a house in Paradise Valley, and today's closing day. Yeah? We're not sure if the house is even still there. Paradise it's not. People have been trying to keep the flood at bay with sandbags, but the water came up so fast, it's mostly too late. Get some sandbags to block my back doors so that the water doesn't drip in. As bad as this looks already, it could easily get worse. It's been raining hard all day today. It's supposed to keep raining tomorrow and the next day, so this is not over. We have to keep a close eye on the water levels, a close eye on the rain forecast. I mean, people understand that they have to just take this as it comes along. But some folks are not taking it as it comes along. Brock Whitaker's in the construction business. He's a can-do kind of guy, and he figured the road was blocking the drainage. So, when the flood started creeping into his house, he took matters into his own hands and dug up the road. So it's the road or your house? Basically, yeah. That was the choice you had? That was the choice we had. So we dug up the road. The water did drop, but there's more coming. Tori Malewski, CBC News, Squamish, BC. Toronto police say they have a case of child abduction on their hands. A 9-year-old girl is missing, likely snatched from her bed during the night. A province-wide Amber Alert was issued this afternoon, and now Cecilia Zhang's name is on highway signs and television screens, flashing the chilling news across Ontario. Castrucci reports. Thank you, sir. A quiet neighborhood in northeast Toronto, shattered by the news today that a little girl was missing. Cecilia Zhang's parents reported her disappearance just before 8:30 this morning. My understanding, the little girl went to bed like any average little girl would go to bed sometime last night, and the parents obviously would go to her room and prepare her for school this morning, and that's when they discovered that she had disappeared. Zhang is 9 years old, black hair with blonde highlights. She lives here with her parents and grandparents. Police have questioned tenants of a basement apartment. There is evidence the house may have been broken into, leading police to believe they are dealing with an abduction. Certain evidence that we've evaluated, which leads us to believe at this point that Cecilia was abducted sometime during the night. Neighbors are stunned. I'm very shocked and very uncomfortable, feel very uneasy. At Cecilia's school, her grade 4 classmate